Bonsoir Dominique. Bonjour. Alors, j'arrive du boulot, je m'installe en vitesse. Si tu veux bien, je retire ça déjà, on va être plus à l'aise et ça va être mieux. D'accord. Hop là, la cravate, c'est fini. On s'arrête à la cravate. Voilà, allez, juste un bouton ou deux et c'est parti. Alors, donc Dominique, je vois que justement tu as avec toi ton livre qui s'appelle La mystique de la croissance. Et je pense que peut-être pour parler de ce thème-là, donc la croissance ou L''A croissance, peut-être que ça serait bien que tu nous fasses un petit déroulé, comme une fiche de lecture résumée de ton livre pour le militant de base que je suis. Volontiers. Peut-être on peut commencer par cette idée qu'il y aurait une mystique de la croissance. Donc une mystique, c'est une croyance un peu à la fois passionnée et irrationnelle. Oui. Et ce qui me semble très clair, c'est qu'aujourd'hui, depuis bien longtemps, on continue à avoir une croyance passionnée et irrationnelle dans la croissance. On observe partout des responsables politiques qui font des prières pour que la croissance revienne. Pourquoi ? Parce que la croissance serait la source de l'emploi, ou la condition nécessaire de l'emploi, de l'amélioration des conditions de vie et finalement du progrès. Donc la croissance est l'espèce de sésame qui tirerait derrière soi tout un tas de bonnes choses. Et alors pourquoi la mystique, ou pourquoi est-ce qu'il faut bien mettre les choses à plat et réinterroger un peu nos croyances? D'une part parce qu'on a une baisse tendancielle des taux de croissance depuis la fin des années 60. Donc on est passé de la première décennie de 6%, 5%, 4%, et puis on voit aujourd'hui. Donc c'est très curieux qu'on continue à avoir le même discours, à en appeler à la croissance, alors qu'on a cette baisse tendancielle. Certes, la croissance nous a apporté d'énormes bienfaits. Alors, je ne vais pas tous les citer, la baisse de la mortalité infantile, des conditions de vie vraiment considérablement améliorées. On ne peut pas remettre ça en cause. Mais il faut reconnaître qu'en même temps, cette croissance, elle a apporté des maux sociaux. Par exemple, tout ce qui peut concerner la sphère du travail, de la qualité du travail, et puis bien sûr des maux environnementaux. Et ça, je crois que c'est de plus en plus clair aujourd'hui. Quand on regarde les courbes, la courbe du PIB, et je ferais mieux de faire pour nos lecteurs la courbe du PIB comme ça, avec une augmentation exponentielle des années 1850 à aujourd'hui. Oui. Eh bien, c'est la même que la courbe des émissions de gaz à effet de serre. Exactement la même chose, la même forme. Donc une explosion des émissions de gaz à effet de serre, et donc celles qui vont générer le changement climatique, qui entraînent un gros risque climatique avec elles, mais aussi l'acidification des océans, la réduction de la biodiversité, les pollutions, toute cette série de choses, c'est accroché à la croissance. Donc peut-être que vouloir la croissance à tout prix, c'est pas non plus une bonne chose, et peut-être qu'on est arrivé maintenant à un moment où il faut qu'on reconsidère notre rapport à la croissance et qu'on comprenne que dans la croissance, il y a du bien, mais il y a aussi du mauvais. Et aujourd'hui, on est vraiment dans cette contradiction. On est dans une énorme contradiction puisque d'un côté, on nous dit que pour résoudre la crise économique et la question sociale, l'emploi est absolument majeur, il faut de la croissance. On nous dit en gros, il faudrait 1,5% de croissance pour manger sur le chômage. Et puis d'un autre côté, on n'en a pas, et en plus, on nous dit qu'elle est mauvaise. Et je crois qu'on commence à comprendre qu'un taux de croissance trop fort, le taux de croissance des 30 Glorieuses, c'est vraiment mauvais. Mauvais pour l'environnement, mauvais pour le social. Donc comment on fait ? Ça veut dire qu'il faut complètement changer de régime, il faut changer de paradigme, il faut changer de cadre de représentation. Quand je dis changement de paradigme ou changement de système, c'est qu'en effet, on est dans un système. On est dans un système, par exemple, où, depuis le XVIIIe siècle, on considère que les individus sont tenus ensemble grâce au travail. Que le travail, après tout, c'est un moyen formidable de les tenir arc-boutés vers un objectif. C'est un moyen formidable de détourner la violence. Si chacun apporte sa contribution à la production et qu'on peut calculer exactement quelle sera sa rétribution, si le travail est une quantité divisible, par exemple, alors on a un ordre social qui tient parfaitement. Personne ne peut le remettre en cause. Et quand je parle d'ordre social, mais il y a ça, mais il y a plein d'autres choses. Par exemple, quand on parle de changer de paradigme, le rapport homme-nature qui a considérablement changé, par exemple, depuis les Grecs. C'est-à-dire cette idée que la nature, c'est quelque chose qui est en face de nous, une vaste étendue, divisible, manipulable, avec un sujet tout-puissant, un esprit qui est en face de cette nature et qui peut la dominer, un peu l'injonction qui est dans la Bible,
tu assujettiras les autres espèces. Donc un homme qui est transcendant à la nature et qui peut, d'une certaine manière, qui a le droit de la mettre en forme, de la modeler, de l'humaniser d'une certaine manière. Donc c'est avec tout ça qu'il faut rompre. Plus, il faut rompre aussi avec nos conventions comptables, avec le fameux produit intérieur brut. Le fameux, voilà. Le fameux. Parce que on quand a on aussi tous dans la voilà, tête comme notre fétiche. injonction. Oui, mais alors, ça c'est quand même... Alors d'abord, c'est une invention assez récente, les années 30-40. Une invention qui sert à mesurer la puissance, à comparer la puissance des pays. Quoi. Regarde, j'en ai un plus gros que toi. Quel est le message délivré par le PIB? C'est vous devez consommer. Consommer, c'est un devoir social parce que dans le produit intérieur brut, il y a l'investissement, la consommation. Donc voilà, c'est les ça permet d'accroître tout ça. Moteur de la croissance. Moteur de la croissance. Et donc, consommer, c'est bon. Donc, ça veut dire qu'il faudrait changer tout. Et quand je dis changer d'indicateur, c'est aussi changer toutes nos... Voilà, toutes nos conventions comptables, toute notre comptabilité publique sur laquelle on repose, tous nos raisonnements économiques. Or, l'économie et le raisonnement économique ont pris une place de plus en plus importante dans notre société. Je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que vraiment, les vrais conseillers du prince, ce sont les économistes. C'est tout ça dont il faut se séparer. Et puis après, c'est exactement d'ailleurs ce que disait la commission Stiglitz. Quels autres indicateurs mettre à la place ? Quelle est ma vision du monde et qu'est-ce que je pense central pour le bien commun et pour le maintien, l'inscription dans la durée de la société. Et moi, il me semble que l'essentiel là-dedans, c'est l'état de mon patrimoine naturel, est-ce qu'il va supporter les générations futures encore longtemps, et ma santé sociale, c'est-à-dire est-ce que je suis une société bien liée, avec pas trop d'inégalités, avec l'ensemble des personnes qui accèdent à un revenu convenable, à un travail convenable. D'accord. Nous, on se sent prêt à vivre mieux, à avoir moins de conflits sociaux, moins de disparités peut-être économiques, et donc on aimerait qu'on nous dise, voilà, la croissance c'est fini, cherchons une croissance différente. Pourquoi eux restent, je reviens là, pourquoi tu penses qu'ils restent bloqués là-dessus? Cette mystique, quand est-ce qu'on leur dit que Dieu est mort? C'est un dogme, Ouais. En effet. Et ça, c'est très difficile de se débarrasser des dogmes. Mais qu'est-ce qu'il faudrait, un choc, une crise? Je trouve que ta question est intéressante parce qu'elle nous fait réfléchir aussi sur le personnel politique. Le personnel politique, en ce moment, celui qui est au gouvernement, il est plongé dans l'urgence. Donc il prend c'est le plus impliqué dans les outils qui existent d'une certaine manière, avec les 3%, donc la il ne dette, prend pas le temps d'inventer etc. autre chose. Tu veux dire Impossible d'inventer autre chose. Et puis, il y a quand même autre chose, c'est que comment ont été formées ces élites, quoi. Elles sont principalement passées par l'ENA. Moi aussi, je suis passée par l'ENA, mais on boit le petit lait de l'économisme le plus échevelé, quand même. Et on est au cœur de ce ce qui a été inventé, en effet, comme convention. Et je crois que ces écoles qui forment, alors il n'y a pas que l'ENA, je pense qu'il y a HEC, il y a toutes les... Et sûrement Polytechnique aussi, toutes les écoles qui forment ce qu'on appelle les élites aujourd'hui, c'est vraiment les endroits où on vous invite le moins à être critique. Et pourtant, quand justement... C'est pas seulement, tu vois, non mais je crois que c'est pas seulement de la reproduction sociale, c'est de la reproduction intellectuelle. C'est-à-dire que je ne crois pas que c'est de ces endroits que peut venir la remise en cause radicale des conventions dont on a besoin. C'est vraiment juste ce formatage. Alors, il y a ça, mais après, il y a un chemin, il y a des obstacles. C'est très difficile, le changement, passer d'un état à un autre. Il ne faut pas se perdre en route. Il faut du courage aussi. Il faut du courage, il faut un chemin. Il faut que toutes les étapes soient bien définies. Il y a cette question centrale, alors je suis d'accord avec toi, il faut du courage, parce qu'il faut dessiner, je crois qu'il faut être capable de dessiner un futur, voilà, dire voilà, en 2050 on veut être là, et qu'est-ce que ça veut dire à partir d'aujourd'hui si on veut y arriver. Moi je pense qu'il faut refaire des plans sans doute, enfin une autre manière, une manière peut-être plus moderne, mais je crois beaucoup aux plans, un peu comme
comme quand on est sorti de la guerre et que Beveridge nous disait, ben voilà, il faut bien tout réorganiser, quoi. Parce que là, c'est un vision. Le plan, c'est avoir une vision, au fond. Voilà, finalement. avec une vision. Et je crois aussi que c'est un véritable effort de guerre parce qu'on va devoir fermer des secteurs et en ouvrir d'autres. Moi, j'appelle ça la reconversion écologique de la société. Mais donc, ça veut bien dire, peu à peu, on ferme des secteurs, assez vite, tous les secteurs producteurs d'émissions de gaz à effet de serre et de pollution. Sans doute qu'on revoit radicalement notre agriculture, moins de pesticides, moins d'engrais. Alors après, si on veut le faire internationalement, c'est compliqué parce qu'il faut que quelqu'un fasse respecter ces normes. Alors il y a un organisme qui s'appelle l'Organisation internationale du travail. Ben, je pense que ça serait à elle de le faire. Hein. Ce qui est quand même fabuleux, c'est qu'aujourd'hui l'OMC a des pouvoirs de sanction pour obliger les gens à ne pas faire obstruction exactement, au libre-échange, au ouais. commerce, mais l'OIT n'a pas ce pouvoir de dire non, vous ne pouvez pas produire comme ça, c'est interdit. Oui, l'OIT a finalement maintenant une valeur plutôt statistique. Il produit des ils chiffres. Font des choses, ils font des conventions, ouais. Mais encore faut-il que les pays acceptent de ratifier des conventions. Bon, là, il faudrait une véritable autorité pour l'OIT, et puis une véritable autorité aussi au niveau environnemental, qui fasse respecter tout ça. Alors après moi j'aime beaucoup la réflexion de Jean Gadret sur tout ça, parce que je reviens à la question de l'emploi et du travail. Ouais, qu'est-ce qu'il dit, Gadret? Il dit, si on produit plus propre, socialement et écologiquement, alors il faudra plus de travail. Alors ça, c'est très très intéressant. Il faudra plus de travail. Pourquoi? Parce que si je mets moins de pesticides et moins d'engrais, ça va me prendre plus de temps. Donc il faudra plus de gens dans l'agriculture, certainement avec une agriculture radicalement différente. Là, tu vas en guerre contre la productivité, alors c'est ça? Évidemment, évidemment. Et d'ailleurs, alors il a une autre formule à laquelle j'adhère complètement, et je pense qu'il faut qu'on mette ça au cœur de notre réflexion. Hein. Il dit qu'il faut arrêter de chercher à faire des gains de productivité, ce qu'on a appris à l'école depuis qu'on est tout petit. Il faut faire maintenant des gains de durabilité et de qualité. Et puis, quand même, dernière chose, je pense qu'on peut faire ça que si on redistribue massivement les revenus. Pourquoi? Parce que tu pourras embarquer dans ta réflexion et dans ton changement, tu pourras embarquer les gens qui n'ont rien et donc qui veulent consommer. Uniquement si tu leur redonnes un peu de pouvoir d'achat pour que ils sortent un peu la tête de l'eau et qu'ils puissent, comme tout le monde, participer au débat public. Et d'avoir du temps de réflexion, effectivement. Exactement. Temps de réflexion que nous aurons acquis en réduisant encore le temps de travail. D'accord. Bon, bah écoute, formidable. Après la cravate, je crois que on commence la révolution la philosophique dont on parlait. Je tombe la veste. Voilà, je savais bien que ça allait se dégrader quand même. Voilà. Hein. Après les 2 boutons, c'est la veste qui arrive. Écoute, merci Dominique, vraiment c'est passionnant. Merci à toi. Et je pense que ça nous a éclairci sur pas mal de points.